radiocapi.net. Vous êtes déjà très nombreux branchés à suivre cette émission, à nous envoyer vos questions et préoccupations. Nous ferons un effort de les lire et voir si possible de vous mettre en ligne pour que vous puissiez poser directement vos questions au ministre. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Kelly. Beaucoup de préoccupations des Congolais sur les questions d'actualité. On va commencer par les discussions directes de Doha entre le gouvernement congolais et la délégation de l'AFC M23. Après près de 3 semaines d'échanges plutôt infructueux, il faut le dire, ponctués par quelques séances directes entre les deux délégations. Aucune avancée significative à Doha. Quelles en sont les causes ? Madame, j'ai envie de vous poser la question, d'où vous tirez ces informations ? De nos sources sur place, vos monsieur sources le sur ministre. place vous disent que les discussions étaient infructueuses. Oui. Bon, je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons appris que la délégation de l'AFC M23 s'est retirée. Vous l'avez appris de qui ? De nos sources sur place. Je crois que vos sources se sont trompées. Je ne voudrais pas aller plus loin parce que je pense que dans les prochaines heures, il y aura une communication qui viendra sûrement bien fixer le cadre de ces discussions. C'est pas au gouvernement de communiquer dans ces cadres. Nous avons une médiation. Lorsque je vous pose la question de vos sources, c'est justement pour savoir d'où ça vient, parce que nous assistons depuis plusieurs semaines et plusieurs mois à des tentatives où parfois de bonnes sources peuvent essayer de vous manipuler. De toute évidence, ce qu'il faut savoir, Madame Kelly, c'est que pour tous les processus que nous avons commencés dans les cadres de la résolution du conflit dans l'Est, nous sommes dans une phase d'atterrissage. Et la phase d'atterrissage en aviation, c'est une phase qui est très critique et qui est très sensible. C'est pour ça que dans les discussions qui se font à Doha, toutes les précautions sont prises pour que nous puissions nous assurer que cette phase soit une phase aussi qui nous permette d'avancer. Parce que vous savez que le principal objectif pour nous, c'est d'arriver à la paix. L'autre objectif, c'est de nous assurer que nos populations qui vivent sous occupation puissent être très rapidement libérées de cette situation. Et donc, moi, je vous conseillerais de ne pas vous fier sur tout ce que vous entendez, parce que nous sommes champions de la redevabilité comme gouvernement, et lorsque les choses auront atteint la maturité qu'il faut, nous viendrons vous dire ce qui s'est passé. Alors, mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous observez une certaine accalmie sur le terrain. Il y a évidemment des incidents, attention. Il y a des incidents qui sont répertoriés, mais attention, ces combats, c'est entre qui et qui. Parce qu'il y a eu une communication de l'armée qui a été faite récemment pour dire, écoutez, ce n'est pas nous, à notre niveau, au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo, il y a des positions qui sont tenues en fonction de ce qui avait été convenu et de l'évolution de la situation, notamment au plan des discussions. Donc, il faut faire attention sur... Il faut faire attention justement dans la manière de qualifier et de désigner les responsables de ce qui s'est fait sur terrain. La situation, elle est critique. Il faut bien que, lorsqu'on en parle, qu'on ait toujours les reculs qu'il faut pour éviter de tomber justement dans les pièges dans lesquels Radio Okapi est tombé, parce que je lisais un article de Radio Okapi tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que la médiation qatari va confirmer ce qu'Okapi a dit. Vous qui avez peut-être la bonne information, puisque vous doutez de celle de Radio Okapi, qu'est-ce qui se passe actuellement à Doha? Est-ce que la délégation du M23 est présente? C'est ce que je suis en train de vous dire. Et il ne m'appartient pas de parler de ce qui se passe à Doha, dès lors c'est un processus qui est organisé autour d'une médiation. Et je pense que la médiation qatari pourra, les moments venus, et ça ne saurait plus tarder, communiquer pour vous permettre d'être édifié. Et après la communication, on pourra peut-être revenir pour d'autres interviews où nous pourrons vous donner davantage d'éléments. La RDC est représentée à Doha par qui? Mais je crois que vous retournez la question dans plusieurs facettes. On peut faire une on peut savoir qui représente la RDC à Doha ou le gouvernement congolais. On peut faire une économie de temps en attendant qu'il y ait justement... mais parce que vous ne répondez pas à la question, monsieur le ministre. Mais parce que les réponses que je vous donne n'est pas celles qui vous plaisent. C'est pas que je ne réponds pas. Ici, il faut comprendre, je vous ai expliqué la délicatesse du processus et il faut regarder aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y avait une accalmie sur le terrain de manière générale. Vous doutez? Je vous avais dit tout à l'heure que le processus, il est délicat, il est sensible.
Et c'est parce que le processus est sensible qu'on s'abstient de faire des déclarations qui peuvent être mal interprétées. Mais concédez-moi le droit de vous dire à ces stades que lorsque Radio Okapi dit que les discussions ont été infructueuses, c'est un peu précipité parce que je ne suis pas sûr que vous avez parlé aux Qataris, parce que c'est eux qui font la médiation et ceux qui vont communiquer. Nous avons des sources sur place, monsieur le ministre. Mais on attendra dans les prochaines heures, c'est que vos sources diront, et c'est que les sources qataries. Vous ne voulez pas nous dire à quel niveau sont ces discussions, mais est-ce qu'on peut savoir qui représente la RDC à ces discussions? Écoutez, je pense que vous remuez la question. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une discussion qui se font ou qui se faisait. Mais qui représente la RDC, le gouvernement congolais? Qui se faisait entre... Mais pourquoi vous vous empressez? On voudrait savoir qui discute. Je vous dis que nous sommes le champion de l'arrêt de validité. Je vous dis aussi que dans le cadre de la médiation qui est faite autour de Qatari, il y a évidemment un protocole qui a été établi sur la conduite des discussions. Aujourd'hui, ce n'est pas important de vous dire c'est Madame Kelly Kouté qui était à Doha ou c'est Monsieur Patrick Muyaya. Nous attendons que la médiation puisse faire sa communication et à partir de ce moment-là, nous pourrons revenir avec des détails pour que les personnes, les uns les autres, puissent être édifiées. Monsieur le ministre, il y a trop de flou autour de ces discussions de Doha. Il n'y a aucun flou. Le flou, justement, le flou, justement, c'est celui que vous voulez apporter. Parce que lorsque les discussions ont été convenues, lorsque le président de la République autour de l'émir du Qatar a rencontré le président Kagame, il y a des choses qui ont été convenues. Et dans cet ordre, les choses se font. Je vous ai dit tout à l'heure que les discussions n'étaient pas infructueuses telles que vous les dites. La question pour nous n'est pas de dire qui y est ou pas. La question pour nous, c'est de savoir si nous avançons dans le sens de la paix ou pas. Et je pense que dans ces sens, nous avançons dans le cas d'un processus sensible. Et je vous dis aussi, prenez votre mal en patience. Dans les heures qui viennent, vous serez plus édifiés par rapport à ce qui se passe à Doha. On peut compter donc sur ces discussions de Doha pour la restauration de la paix. Écoutez, RDC. La paix, c'est l'objectif. Évidemment qu'on peut compter, y compris sur ce qui se passe à Doha, parce que nous sommes dans un processus général à plusieurs niveaux, mais avec un seul objectif, parvenir à la paix. Et je pense que ce qui se passe à Doha va concourir aussi au retour de la paix. Alors, au même moment, il y a des discussions à Doha sur le terrain. Vous avez appris, monsieur le ministre, que les combats ont repris à Walikale, dans certaines localités, petits villages autour de Walikale Centre. Mais écoutez, j'ai lu la dépêche de Radio Okapi, entre autres. Nous avons deux sources. Ici, madame, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans un processus sensible. Mais ce qu'il faut savoir, il faut savoir que ce que nous faisons comme gouvernement, attention. Nous connaissons ceux avec qui nous sommes en conflit depuis plusieurs années. Donc il faut considérer qu'il n'y a aucun élément qui n'est pas pris en compte dans ce que nous faisons, y compris ce que vous nous rapportez. Parce que vous, avant d'en parler, nous, on était peut-être informés avant vous. Il y a des combats ou pas? Comme gouvernement. Et donc, de toute évidence, je vous ai dit tout à l'heure que globalement, il y a une accalmie sur le ligne du front. Et donc, lorsqu'il y a, dans des conditions comme celle-là, lorsqu'il y a des événements qui se passent sur le terrain, il y a un monitoring qui est mis en place et on sait savoir d'où ça vient. Et les moments venus, on aura l'occasion, s'il faut communiquer, de communiquer. Mais ici, il faut considérer que nous sommes dans un processus, je répète, qui est sensible, qui est critique, où tout est observé, où l'impératif pour nous, très rapidement, c'est de nous assurer que les troupes rwandaises sortent de notre territoire et que nous soyons en mesure de récupérer l'intégrité territoriale et prendre soin de nos populations qui sont pour le moment sous occupation. Francis, qui nous écrit depuis la ville de Goma au nord Kivu, dit ceci: la situation sécuritaire au nord et sud Kivu reste très préoccupante. Est-ce que le gouvernement congolais se sent-il incapable d'en finir avec le M23? Écoutez, on ressasse la question. Autant nous comprenons la préoccupation de... Vous savez, madame, tous les vendredis en conseil de ministres, le ministre de la Santé nous fait un briefing détaillé sur la situation sur le terrain, y compris dans les centres hôpitaux, dans les différents centres de santé, la situation épidémiologique. Nous suivons toute la situation au quotidien. Et ici, ce que je peux dire à nos populations de Goma, c'est de savoir premièrement que nous sommes très solidaires et qu'il n'y a aucun jour qui ne passe
où nous ne partageons pas leur peine et la nécessité pour elles d'être très rapidement libérées de ces conditions dans lesquelles ils sont. Et donc, il faut considérer que chaque fois que nous agissons en fonction de cet objectif et nous les faisons avec toutes les gravités et toute l'urgence que cela requiert. Alors, puisque nous parlons de tous ces processus pour la restauration ou le retour de la paix dans la partie est de la RDC, le président togolais, Faure Gnassingbé, a été nommé comme nouveau médiateur ou désigné comme nouveau médiateur par l'Union africaine. Médiateur pour essayer de trouver de solutions à la crise que connaît la RDC actuellement, crise sécuritaire surtout, monsieur le ministre. Alors, Doha, Union africaine, ça va se passer comment? Mais je l'ai dit précédemment, ça veut dire que nous sommes dans un processus qui a plusieurs étages. Mais l'objectif, c'est d'arriver vers la paix. N'oubliez pas que lorsque les choses se faisaient autour du président angolais, on avait d'une part Luanda et Nairobi. Et donc ici, il faut considérer que dans le cadre de la médiation africaine, de l'Union africaine, qui est maintenant conduite par le président togolais, il est en train, je pense, de faire le tour de tous les chefs d'État de la région pour avoir sa température, évidemment, avant de relancer le processus au niveau bilatéral entre les deux pays. Mais entre-temps, à Doha, il y a des discussions qui se font entre les représentants justement de l'État congolais et ceux du M23 pour voir à quel moment les deux processus vont se joindre. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà justement du travail qui est fait par le nouveau médiateur, il y a un travail préalable qui a été fait. N'oubliez pas qu'il y a eu une réunion de l'EAC-SADC, il y a des généraux de tous ces pays qui se sont réunis, il y a des plans qui prévoyaient notamment la réouverture rapide de l'aéroport de Goma et des voies d'accès, qui pour nous est un point urgent, mais il y a toutes ces questions qui sont en même temps en train d'être traitées. Je vous ai dit que nous sommes dans un processus d'atterrissage, qui est sensible, mais il faut considérer que tout ceci se fait avec l'objectif d'arriver à la paix. Alors, il y a espoir donc d'ici là, on va oublier cette guerre dans la partie est de la RDC. La question, ce ne sera jamais d'oublier la guerre, parce que après la guerre, il faut qu'il y ait de la justice. Après la guerre, il faut qu'il y ait des garanties que cela ne se reproduira pas. Mais ici, nous sommes, derrière le président de la République, optimistes quant à l'aboutissement de différents processus qui ont été engagés. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit depuis Bujumbura, voilà, au Burundi. C'est un Congolais, hein, il a requis l'anonymat. Il demande si vous pensez que le président togolais désigné par l'Union africaine pourrait désigné par l'Union africaine, le processus Luanda-Nairobi pourrait aboutir ou restaurer la paix. Écoutez, nous sommes, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous sommes disposés, nous avons la volonté politique qu'il faut. Mais notre volonté politique à elle seule ne suffit pas. Sinon, au 15 décembre, nous aurons eu la conclusion des discussions autour du président angolais à l'époque. Son profil ne vous gêne pas, ne vous dérange pas. Je crois que il entretient des très bonnes relations avec le président rwandais. Je ne pense pas que le président angolais entretenait de mauvaises relations avec le président rwandais. Ici, la question n'est pas dans les relations. Ici, la question, c'est de voir comment on contribue à faire aboutir un processus qui a commencé depuis plusieurs mois. C'est ça le plus important. Donc, on ne va pas aller dans des préjugés ou dans des a priori. Il faut considérer que le président togolais est un président qui est ami de la RDC et qui est ami d'autres pays aussi sur le continent et qu'il est dans un rôle qu'il a accepté dans les cas de l'Union africaine pour voir dans quelle mesure il peut apporter sa part de contribution pour qu'on restaure la paix dans l'est du pays. Au cas où la fumée blanche, on obtiendrait la fumée blanche au Qatar, à Doha, monsieur le ministre, est-ce qu'on va poursuivre avec le processus de Luanda et Nairobi? Bon, écoutez, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une ligne qui a été tracée par la résolution 2773. Évidemment, il y a deux points d'ancrage au niveau du processus de Luanda qu'il faut à tout prix pérenniser, mais il faut tenir compte aussi de cette résolution et de ce que cela implique. Et donc ici, la fumée blanche ne sera pas que lorsqu'on aura terminé des discussions à Doha. Ici, la fumée blanche, ce sera lorsque, à tous les étages où les discussions se font, on aura parvenu à l'objectif de la paix.
Alors, face à l'insécurité dans le Kivu, les besoins humanitaires des populations croissent de jour en jour. Aujourd'hui, on a environ 2,6 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire au Nord Kivu particulièrement. Que fait concrètement le gouvernement pour aider cette population? Écoutez, je vous disais tout à l'heure que nous travaillons et que tout le vendredi, le ministre de la Santé publique nous fait des comptes rendus en Conseil de ministres de la situation sanitaire dans cette partie du pays et de la situation humanitaire. Et pour cela, nous travaillons notamment avec les coordonnateurs humanitaires du système de Nations Unies, M. Bruno Le Marquis, et toutes les organisations impliquées pour nous assurer que la contribution est faite. N'oubliez pas, par exemple, que nous avions, nous, ici à Kinshasa, lancé une campagne de collecte de sang et c'est du sang qui a servi à Goma. On va prendre quelques auditeurs qui sont déjà en ligne et qui veulent vous poser des questions. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, on commence par cet auditeur qui est à Bukavu, au sud Kivu. On va l'écouter, puis on revient au studio pour la suite de l'émission. L'auditeur de Bukavu n'est pas prêt. On prend celui de Kisangani. Jean Kibefonga Malumalu, depuis Kisangani, province de la Tchopo. Monsieur le ministre, depuis le début des hostilités liées à l'agression rwandaise sur le territoire congolais, le peuple observe avec inquiétude une série d'initiatives de médiation, souvent entamées mais rarement abouties. Nous constatons également une attitude ambivalente de la part des agresseurs qui feignent d'accepter le dialogue tout en s'abstenant de participer réellement aux négociations. Dans ce contexte, pouvez-vous nous éclairer sur le profil exact du nouveau médiateur désigné par l'Union africaine? Quelles garanties offre-t-il au peuple congolais en termes de neutralité, de crédibilité et d'efficacité dans la conduite du processus de la paix? Par ailleurs, on se demande aussi pourquoi le gouvernement congolais n'a-t-il pas accordé davantage de considération aux démarches initiées par les évêques catholiques et CDECC? Monsieur le ministre. Écoutez, sur la question du profil du médiateur, nous y avons répondu tout à l'heure. Je pense que notre compatriote était branché pour le suivre. Sur la question de la médiation des prêtres, je pense qu'ils ont eu l'occasion au début de rencontrer le président de la République pour discuter. Nous avons clarifié que le président de la République ne leur avait pas donné mandat pour faire ce qu'ils font et qu'aujourd'hui il y a une différence dans ce que je dis. Je voudrais pas. Ils n'ont pas été mandatés, mais ils avaient le soutien du président. Mais évidemment, c'est une initiative qui veut concourir au retour de la paix et c'est ce que nous recherchons parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République est profondément un homme de paix. Et donc, mais que par la suite, ils ont, dans le cadre de leur plan, ils ont fait des déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et il y a eu des soupçons, des vagues de soupçons, notamment d'avoir été pris en charge par des gouvernements étrangers. Et nous avons tous vu cette attitude, en tout cas qui ne ressemble pas à la compassion et à la solidarité qui devrait être réaffirmée par rapport aux populations qui sont touchées et qu'on n'a pas entendu, on ne les a pas entendus condamner le mal. Parce que vous savez, madame, les évêques, même si ils condamnent le Rwanda ou le M23 pour ce qui s'est passé à Goma, ils resteraient toujours des interlocuteurs. Parce que sinon, beaucoup risquent de croire. Et c'est pour ça que dans cette démarche, elle suscite beaucoup de polémiques, parce qu'on a l'impression que les prêtres n'agissent pas tels qu'ils devraient agir en étant bien au milieu du village. Lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas de manière claire au niveau du gouvernement, ils ont des critiques qui sont claires et fermes. On ne peut pas comprendre que parce qu'on est engagé dans une initiative de médiation, qu'on ne soit pas en mesure clairement de condamner les mal et d'exprimer la solidarité sous prétexte qu'on est dans une initiative de paix. Non. Ceci est contraire au principe de la justice. Alors, vous dites que les évêques n'ont pas condamné l'agression rwandaise. Pourtant, on a vu l'archevêque de Kinshasa condamner ce qui se passait à Goma. Vous vouliez que ces évêques utilisent les mêmes termes que attention, madame. La question, ce n'est pas... Non, attention. La symbolique est importante.
Nous tous, on a vu les images de Goma. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de familles qui ont été endeuillées. Et lorsque nous allons voir les prêtres ou les évêques, nous allons les voir y compris parce qu'ils ont des mots pour nous consoler. Et lorsque les personnes qui ont des mots pour nous consoler, on les voit dans les body language qu'on a vus, il faut comprendre que d'autres populations, d'autres personnes puissent être choquées. C'est normal parce qu'on ne peut pas considérer que parce que c'est nos pères spirituels, ils ne peuvent pas être critiqués sur l'un ou l'autre pas. Y compris lorsqu'il y a certains qui pensent qu'il y a eu de soupçons ou ils auraient bénéficié de largesse de certains chefs d'État. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il faut considérer qu'il y a une initiative qui voulait ramener la paix. Et aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que le président était un homme de paix. Sûrement que le moment venu, en fonction de son calendrier, peut-être que le président aura l'occasion de les recevoir, de les réécouter pour voir comment donner suite aux propositions qu'ils ont, qui sont de nature à concourir pour le retour de la paix. C'est pourquoi ils n'ont pas eu le soutien du gouvernement. Mais est-ce qu'ils aient demandé le soutien du gouvernement? Ils avaient besoin de demander le soutien du gouvernement. Mais lorsque vous parlez de soutien, il y a par exemple il y a l'initiative qui est conduite par l'apôtre Ejiba ou l'initiative qui est conduite par le pasteur Kankienza. Je ne sais pas, lorsque vous parlez de soutien, vous parlez de quel type de soutien? Parce que tout à l'heure, nous avions convenu avec vous que le fait que les présidents les aient reçus et écoutés était une forme de soutien. Sauf qu'il y avait besoin d'un soutien matériel, auquel cas ils auraient pu l'exprimer, ou soit que je n'ai pas été moi au parfum de cette demande de soutien, auquel cas, connaissant la sollicitude de Madame la Première ministre ou du Président de la République, on ne refuserait pas de soutenir nos prêtres. Alors, une autre question qui a fait l'actualité ou qui continue à faire parler, c'est les sanctions contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sanctions prises par Kinshasa. On a vu un communiqué du ministre de la Justice qui a lancé un mandat contre le président Kabila, la saisie de ses biens, mobilier et immobilier. Certains proches aussi du président Kabila sont aussi concernés par ces sanctions. Pourquoi ? Vous parlez de sanctions ou vous parlez d'une démarche judiciaire? Peut-être qu'il faut nuancer. De toute évidence, Madame Kelly, la décision qui a été prise par le ministre de la Justice ou par le ministre de l'Intérieur, c'est les fruits des investigations qui sont menées depuis plusieurs semaines. Ici, je dois rappeler que nous étions à Munich avec le président de la République en février, lorsque le président de la République a dit de manière claire les relations que le président Kabila entretient avec l'AFC. Ce n'était pas la première fois qu'il les disait. Il les disait déjà à Bruxelles. Lorsqu'on a lu la tribune du président honoraire Kabila sur le Sunday Times en Afrique du Sud, il a clairement montré qu'il soutenait le 1-23. Il n'a pas eu de mot de compassion pour les populations qu'il a dirigées depuis 18 ans. Il y a eu près de 10 000 morts à Goma, des massacres, des attaques sur des hôpitaux, des écoles. Aucun mot de compassion, au contraire, il y a eu des mots pour justifier l'action du groupe M23 qu'il a combattu lorsqu'il était président. Et il y a eu encore deux mots pour dire aux Sud-Africains, écoutez, il ne faut pas appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a meilleure manière d'exprimer son soutien à un mouvement qui montre clairement que l'objectif, c'est de tuer à tout prix? Nous avons les résultats que nous voyons. Et donc, dès l'instant qu'il y a eu ça, il y a évidemment un faisceau d'éléments qui a conduit à la fois au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur d'essayer de creuser davantage et pour leur permettre de prendre les décisions qui ont été prises, qui ont été des décisions mûries en fonction des éléments qui étaient à leur disposition. Est-ce que ce n'était pas à cause de la rumeur qui a couru, rumeur qu'on ne sait ni confirmer ni infirmer? Peut-être que vous avez plus d'éléments que nous, monsieur le ministre. Est-ce que le président Joseph Kabila
et où était réellement à Goma, au Nord Kivu. Parce que ces communiqués sont tombés juste après que cette écoutez, information c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous parlions en début de ces programmes, des sources qui vous informent. Il y a peut-être pour vous, c'est apparu comme la suite entre guillemets de Goma, mais c'est que je viens de vous dire, c'est des éléments qui ont commencé depuis bien longtemps. Je crois que le ministre d'État, ministre de la Justice, avait déjà eu l'occasion de les dire devant les médias. Alors, pour ce qui concerne la question de la présence du président honoraire Kabila Goma, je crois qu'ici, on a deux cas de possibilité. Soit c'est un acte de lâcheté, où on ne veut pas véritablement assumer ce qui a été pourtant annoncé, y compris par d'autres leaders de l'opposition que vous connaissez, soit qu'on est dans une vaste manipulation où on a manipulé des sources crédibles, des médias, pour une annonce qui en réalité n'avait que les feux d'un brouillard. Et donc ici, pour nous savions déjà que nous savions déjà que le président Kabila était avec l'AFC M23. On le savait. La question pour nous, ce n'était pas le fait qu'il est à Goma ou qu'il n'y aille pas, parce qu'il y a un faisceau convergent d'éléments qui l'attestent, parce que le président de la République le dit depuis longtemps. Lorsqu'il avait annoncé qu'il rentrerait au pays par la province orientale ou la grande orientale, on a vu comment cette agitation mais justement, non, on n'a pas besoin de nous agiter encore une fois pour des choses que nous connaissons. Mais alors, si c'était réellement le cas, pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas montrer des photos? Parce qu'on a fait l'annonce. Ça veut dire qu'on était heureux et fiers de faire l'annonce, y compris par d'autres relais. Mais lorsqu'on est arrivé sur place, alors, si on est vraiment arrivé, pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on veut se cacher derrière, donner l'impression qu'on a voulu, ou qu'on a voulu manipuler des médias? Il faut s'assumer pleinement, parce qu'ici, il n'y a pas besoin d'être hypocrite. Il y a eu une tribune publique où le président Kabila s'est exprimé en soutien au M23. Et donc la question pour nous, ce n'est pas qu'il soit à Goma ou pas. La question pour nous, c'est que nous savons, et l'idée d'ailleurs d'y aller, c'était une preuve supplémentaire, y compris pour les bonnes âmes. Ah, vous confirmez qu'il était à Goma? J'ai dit l'idée. Attention. L'idée d'y aller, ceux qui doivent confirmer doivent... Vous ne savez donc pas s'il était là non, ou pas? madame, je ne jouerai pas au jeu des mots avec vous. Moi, c'est que je vous dis, c'est que pour nous, nous savons que le président Kabila est en connivence avec l'M23 depuis bien longtemps. Je vous ai donné les exemples de sorties publiques du président de la République qui en a parlé. Je vous ai dit aussi, c'est que le ministère de la Justice était en train de travailler pour arriver à montrer ce qu'elle a montré. Et donc aujourd'hui, on n'a pas, nous, besoin d'aller dans des suppositions parce que c'était dans leur stratégie, et si leur stratégie était si bonne et si forte, eux-mêmes doivent être en mesure de revenir devant le peuple congolais pour dire, écoutez, voilà. Mais pourquoi vous lancez ces poursuites maintenant seulement, puisque vous aviez déjà beaucoup d'éléments sur cette appartenance ou cette complicité entre le président Kabila et l'AFC M23? Ça, c'est le temps de la justice. Peut-être qu'il faut vous référer au ministre d'État, ministre de la Justice, qui pourra vous édifier à ces sujets-là. Alors, c'est pour quelle finalité, finalement, ces poursuites? Il sera arrêté, jugé? Encore une fois, s'il vous plaît, monsieur le ministre, puisque Kabila, c'est l'AFC M23, vous négociez avec... vous avez pas négocié, hein, il y a des discussions en ce moment à Doha entre le gouvernement et ce même AFC M23. Qu'est-ce que vous recherchez, finalement? Écoutez, madame, s'il vous plaît, ne mélangeons pas les choses pour ne pas troubler ceux qui nous suivent. Ici, nous savons la guerre que nous avons. Nous savons qui aujourd'hui sont des soutiens du M23. Nous les savons. Il y a eu des sorties publiques qui l'ont soutenu. Et ce n'est pas seulement le président Kabila. On a vu d'autres qui ont du mal à s'assumer pleinement. Parce que déjà dans l'attitude, lorsque vous n'êtes pas en mesure de condamner les mal qui a été fait à Goma, lorsque vous n'êtes pas en mesure de nommer le mal, c'est un problème. Et ceci dit, nous sommes engagés dans des différents processus.
dans des différents processus et que chaque question est gérée déjà dans un état spécifique tel que j'ai exprimé tout à l'heure, Madame Kelly. Alors, on va prendre d'autres auditeurs qui sont en ligne, qui attendent. Direction ou réalisation Bukavu. Voilà, on va aller à Bukavu. Lichiza Kulimouche Evariste depuis Bukavu au Sud Kivu. On ne se le cache pas, Doha n'offre pas d'espoir pour l'avenir dans le conflit à l'Est. Hormis ces deux parties autour de la table, le Qatar n'est pas neutre pour autant qu'il est parmi les bénéficiaires de la vente des minerais de la RDC par le Rwanda. Quant à la nomination de nouveaux facilitateurs africains, ceci n'est qu'un retard accumulé dans le processus en cours et que le gouvernement congolais n'admettrait pas. Ainsi dit, que son porte-parole nous disent pourquoi il ne pourrait pas compter une fois pour toutes sur la force locale en consolidant l'effort engagé dans Noazaland afin de mettre ces agresseurs hors d'état de nuire. Les causes des inondations étant plus liées aux problèmes de gouvernance, je me suis toujours demandé pourquoi le gouvernement n'a jamais tenté de délocaliser cette population dont les maisons envahissent l'urbanisation dans toutes les villes congolaises en les installant dans les sites qu'il créerait pour cette fin. Alors, on va revenir sur les inondations un peu, peut-être après, mais par rapport à sa proposition, pourquoi vous n'investissez pas trop, c'est sa proposition, hein, dans les Ouazalendo pour reconquérir les localités occupées par les M23, parce qu'il estime que Doha, il n'y a pas... Bon, écoutez, il n'y a pas d'avenir. Bon, je crois que sur cette guerre, Madame Kelly, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer ici, nous sommes sur différents fronts. Il y a un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire, un front médiatique. On a rajouté front spirituel, front culturel, front sportif. On est sur tous les fronts. Et il faut considérer que actuellement, nous sommes plutôt dans une dynamique depuis la résolution 2773, parce que les gens ne font peut-être pas très attention. Le président de la République a été très radical sur le sujet en termes des discussions. Pourquoi il a été ? Mais parce que nous étions devant une situation qui nécessitait d'avoir cette fermeté. Mais alors regardez les résultats que l'attitude de fermeté du président de la République a produit, des sanctions, y compris les sanctions de l'Union européenne qui tombent sur la raffinerie de Gassabo, qui est une raffinerie d'or. Mais nous connaissons les liens économiques qui existent entre le Rwanda et le Qatar, même si nous aussi nous avons nos liens avec le Qatar. C'est peut-être sur cette base-là que les discussions ont été facilitées. Mais il faut considérer que ce soit la résolution 2773 ou toutes les autres décisions qui ont été prises, il y avait une recommandation principale qui avait faite à la République démocratique du Congo, c'est qu'il fallait dialoguer. Et je pense que de ces points de vue-là, le président de la République a montré que nous étions disposés. Mais pour autant que l'on sache d'où le mal vient et ce qui doit être fait. C'est dans cet ordre qu'il faut situer la déclaration du conseil principal Boulos, lorsqu'il dit que le Rwanda doit quitter les territoires de la RDC, que le Rwanda doit cesser de soutenir l'M23. On a entendu ça plusieurs fois, monsieur le ministre. Non, écoutez, vous avez sûrement aussi entendu, sans peut-être faire trop d'attention, que toutes ces communications avaient un autre point central sur lequel ils revenaient. L'intégrité, le respect de l'intégrité et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ceci dit, nous sommes dans un processus démocratique, j'allais dire diplomatique, le processus diplomatique qui a son temps, et ses règles. Mais le simple fait que le conseiller principal américain, le Dr Boulos, rappelle cet impératif au Rwanda, c'est une forme de pression. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ce que je vous expliquais en début, c'est que nous sommes dans une phase d'atterrissage d'un processus qui est laborieux. Et en phase d'atterrissage, c'est un processus critique sur lequel, en tout cas pour lequel tout le monde doit s'aligner pour contribuer à ce que l'atterrissage arrive. Mais nous, il y a des principes sur lesquels nous ne dérangerons pas. Et puis, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous savons à qui nous avons affaire. Donc, il ne faut pas considérer que nous ne sommes pas vigilants sur les autres aspects.
Iniesta Albert Fabrice, vous nous suivez depuis la page Facebook de Radio Kapi. Madame Nkouté demandait à Monsieur le ministre quel est le travail des troupes burundaises dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu. C'est Albert qui nous écrit depuis Kalemi. Monsieur le ministre, vous avez une réponse à donner à Monsieur je crois Albert? Que sur ces sujets, il faut qu'on se réfère à l'armée qui pourra nous donner davantage d'éléments. Vous n'avez pas assez d'éléments sur ça. On va prendre l'auditeur de Kinshasa qui attend. Alphonse Tchefou depuis la ville-province de Kinshasa. Pourquoi le gouvernement congolais a accepté d'aller au Qatar, quand bien même Qatar est ami intime du Rwanda? Pourquoi le gouvernement n'est pas capable d'acheter le matériel militaire moderne pour bouter l'armée rwandaise, le M23, hors du territoire national? Le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine n'aura pas une tâche facile, car le processus de Luanda est presque mort et les parties au conflit ne sont pas prêtes à faire des concessions. Monsieur Patrick Mouyaya, dis-nous pourquoi le gouvernement a mis beaucoup de temps pour ordonner les poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila, malgré les témoignages d'Eric Kouba. Pourquoi seulement maintenant? Si à l'époque, vous craignez de briser la cohésion nationale, qu'est-ce qui a changé? Alors, en parlant de cohésion nationale, vous répondez à la question? Il y a peut-être un élément qu'il faut rappeler. C'est que beaucoup de gens ne parlent pas, je crois, de la loi de juillet 2018, qui est la loi portant statut d'ancien président de la République élu. Lorsque vous lisez l'article 4 ou 5 de cette loi, il y a des droits et des obligations pour le président élu, notamment en termes de devoir de réserve, de patriotisme, de respect d'un certain nombre de choses. Je pense que toutes ces questions ont été analysées avant que les démarches ne commencent. Il ne faut pas considérer... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Madame Kelly, il y avait un faisceau d'éléments. Lorsqu'on parle d'Eric Kouba, je pense que ça s'est passé au moins il y a une année, lorsqu'il faisait des révélations, des liens qu'il y avait. Bon, beaucoup de gens n'y avaient pas cru, mais lorsque je vous dis qu'il y avait un travail minutieux qui s'est fait au niveau de services de renseignement, c'était justement dans cette... Et ce qui s'est fait, c'est l'aboutissement de tout ça. On veut bien construire la cohésion nationale avec tous les acteurs, mais pour construire la cohésion nationale, tout le monde doit être en mesure d'y contribuer. On ne peut pas penser contribuer à la cohésion nationale en exacerbant le conflit ou en pensant tirer les dividendes lorsqu'il y a des Congolais qui meurent. On va prendre une autre réaction qui nous vient cette fois-ci de Beni, au Nord Kivu. Doubé Mboka à partir de Beni. Comment le gouvernement peut engager des poursuites contre ses opposants en cascade, Matata Ponyo et Joseph Kabila, tout en appelant à la cohésion? Est-ce que ces poursuites vont contribuer à la reconquête des zones sous le contrôle du M23? À mon avis, le gouvernement est en train de punir sa population avec de telles décisions qui ne vont amplifier que la crise. Monsieur le ministre. Bon, écoutez, ça dépend. Lorsque je regardais aujourd'hui le procès de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, c'est la justice qui fait le travail dans une question, Madame Kelly, n'oubliez pas que Bukangalondo, c'était un scandale. On en a parlé, on a parlé de plus de 200 millions de dollars et tout ça, et que s'il y a des actes qui ont été posés dans les chefs de l'ancien Premier ministre qui méritent d'être suivis par la justice, pourquoi la justice ne les suivrait pas? Parce qu'il ne faut pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous parlions de la paix, lorsque nous parlions du retour de la paix, je vous ai dit tout de suite, le jour d'après, on ne va pas oublier la justice. Parce qu'il ne faut pas considérer que la justice doit être constamment sacrifiée à l'autel de la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix véritable s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de réconciliation. Mais ne peuvent se réconcilier, contribuer à la paix que ce qu'ils veulent. Et dans ce que, justement, nous avons vu, nous avons lu, parce que la position du président Kabila, sa position publique a été clairement exprimée dans sa tribune. On a vu que c'était un soutien pour les M23. Et ça, c'est un élément choquant parce que le président Kabila a été commandant suprême de ce pays. Il sait combien d'officiers, de militaires sont morts du fait justement des agissements des généraux qui sont toujours là, du même groupe armé. Et il y a, Madame Kelly, dans la symbolique, beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. N'oublions pas qu'il y a eu un président de ce pays qui s'appelait Mzee Laurent Désiré Kabila. N'oublions pas ce qu'il a dit sur l'origine de cette guerre. N'oublions pas ce qu'il a laissé comme testament, ne jamais trahir les Congos. Séjourner à Kigali, où penser aller dans un territoire
sous occupation par ce que nous connaissons dans la symbolique, il y a quand même un problème par rapport à l'héritage de Mzee. Et je pense que tous ceux qui entourent le président Kabila devraient toujours être en mesure de se rappeler que lui, il a dirigé cette armée, que sous sa direction, il y a des militaires congolais qui sont morts pour ces combats, et que pour la mémoire de ces militaires, dont certains ont peut-être été ses camarades ou ses frères d'armes, il y a des attitudes qu'il ne faut jamais avoir. Alors, vous estimez donc, Monsieur le ministre, que toutes ces poursuites n'auront pas d'impact sur la cohésion, hein? Écoutez, la cohésion je vous ai parlé de la justice qu'on ne doit pas oublier. Parce que si nous parlons de cohésion nationale depuis quand? Parce que tout le monde, si on veut faire la cohésion nationale, il faut que les uns les autres puissent être disposés. Et lorsqu'on est disposé à faire de la cohésion nationale, et lorsqu'on a été ancien chef d'État, on a une boussole, une loi qui protège, il y a des attitudes, il y a des déclarations qui peuvent être faites pour montrer qu'on veut concourir à la cohésion. Mais maintenant, pour ce qui concerne les aspects judiciaires du sujet, il faut vous référer au ministre de la Justice qui pourra aller un peu plus en détail. Il y a un auditeur, Joe Tamboué, qui demande au ministre... d'abord, qui gère les fonds récoltés auprès des citoyens congolais au profit des FRDC. Mais écoutez, le fonds sont gérés, il y a un compte. J'espère que lui qui nous parle a déjà contribué aussi. C'est volontaire et ça dépend de ce qu'il gagne. Il y a un compte qui est indiqué régulièrement dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Et dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, nous communiquons sur ce qui est donné. Et en termes de gestion, il faut considérer, madame, que nous y appliquons la plus grande transparence. Parlons des inondations à Kinshasa et dans certaines grandes villes de la République. Monsieur le ministre, on a eu quand même, le bilan était quand même assez lourd lors des dernières inondations à Kinshasa. Comment le gouvernement gère cette question? Écoutez, la première chose qu'il faut noter dans la gestion de ces inondations, c'est la rapide réponse du gouvernement. Parce que nous sommes en face d'un phénomène naturel. On ne peut pas, comme j'aime à le dire et répéter, blâmer la pluie. Mais nous avons par exemple vu un phénomène nouveau qui nous a été expliqué de manière détaillée d'ailleurs le jour où nous avions une réunion avec le président de la République. Est-ce que vous savez que le côté latéral de la rivière Njili est passé de 64 mètres à 26 mètres? C'est-à-dire qu'on a fait des aménagements autour. Et que le cas que nous avons déploré récemment, c'était des eaux qui venaient d'une grosse pluie qui s'est abattue dans le Congo central et qui se sont déversées sur cette partie. Comme les emprises sont occupées, il y a eu débordement de la rivière Njili. La question la plus importante dans un tel cas, d'abord, c'est la réponse qu'on apporte. Et je pense que le gouvernement a réagi rapidement et on va pas s'enorgueillir parce que nous avons fait notre devoir. On aurait pu déplorer beaucoup plus des victimes, mais le nombre, grâce à l'intervention rapide du gouvernement, a été minime. Le président de la République lui-même s'est déplacé pour voir ces victimes qui ont été aussi aujourd'hui relogées provisoirement sur plusieurs sites. On s'assure qu'on leur apporte davantage de soutien. Mais il ne faut pas non plus oublier... on a des victimes qui se plaignent d'être abandonnées par le gouvernement. Les victimes de, comment ça s'appelle, ce quartier à Limité, le nom m'échappe, c'est un quartier où il y a souvent des inondations à Limité et même à Kisenso, il y a aussi des victimes là-bas qui sont abandonnées par le gouvernement, qui n'ont même pas reçu la visite des autorités. Je ne pense pas qu'ils ont été abandonnés. Parce que, Madame Kelly, vous ne savez pas ce que ça représente pour ces personnes qui ont été touchées. Vous perdez votre maison. On a vu une maman qui a perdu 5 de ses enfants. Vous perdez votre maison, vous perdez vos enfants. Dans quel état psychologique vous êtes? Et donc, nous, comme gouvernement, nous travaillons depuis le premier jour aux côtés du gouvernement provincial pour apporter des réponses partout. Il y a plus de 11 000 victimes. Et donc, il faut considérer que le nombre étant celui-là
et qu'il faut regarder la capacité rapide d'intervention de services pour les uns les autres. Moi-même, en tant que notabilité de Bandal, j'ai reçu des alertes pour ceux qui sont du terrain municipal. Et nous avons communiqué avec les autorités provinciales et tous les cas sont gérés. Si vous avez des cas des personnes qui sont sinistrées et qui n'ont pas encore reçu l'appui qu'il faut, vous pouvez nous les communiquer et on peut voir comment cela va se faire. Alors, parmi les causes de ces inondations, on parle de constructions anarchiques. Monsieur le ministre Mouyaya, c'est l'État qui donne les documents ou les autorisations ou les permis de construire à cette population-là. Et puis aussi, on a certains, entre guillemets, intouchables qui construisent sur les tuyaux de la Régie des eaux, sur des caniveaux et qui empêchent l'eau de pouvoir couler normalement. Pourquoi ça se passe comme ça dans un pays normal? Écoutez, madame, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une décennie des choses qui n'ont pas été faites par nous tous. Il faut considérer qu'il y a une part de responsabilité de l'État. Il faut aussi considérer qu'il y a une grande part. Nous l'assumons. Mais il y a aussi une part de responsabilité des citoyens. Parce que, Madame Kelly, lorsque vous jetez votre bouteille en plastique, je ne sais pas où vous le jetez, mais si ça vous arrive, mais il faut vous dire que cette bouteille ne pourrit pas si elle n'est pas recyclée. Et que pendant autant d'années, lorsque ça s'accumule, ça bouche des caniveaux et des voies d'évacuation. Et donc, il y a évidemment des impairs, de ceux qui étaient commis de l'État, qui consciemment ont donné de titres de propriété sur des zones où on ne devait pas construire. Alors, dans la réunion que nous avions eue autour du président de la République, nous en avons parlé. Alors, ce qu'il y a de nouveau cette fois, c'est quoi? Parce qu'avant, on se disait toujours que nous allons raser à tel endroit, que nous allons raser à tel autre. Mais ça ne se faisait pas parce que les uns les autres utilisaient de leur position et de leur trafic d'influence pour se dire, voilà, il y a ça, moi je suis tel, je suis tel. Mais ici, on est dans un cas de figure où le président de la République lui-même a donné sa caution. Je crois que vous avez vu hier ou avant-hier un communiqué du gouverneur de la ville qui annonce qu'il va raser des maisons situées dans la baie d'Engalema. Mais je vous ai donné, Madame Kelly, la différence des fois d'avant et de cette fois. Attendez de juger aux actes, s'il vous plaît. Ensuite, il y a des décisions qui ont été prises au Conseil de ministres qui s'était tenu le week-end passé à Lubumbashi, notamment la mise en œuvre d'un plan opérationnel rapide de gestion des catastrophes, les curages de rivières, collecteurs et caniveaux, les dégagements de points de confluence entre les rivières et les fleuves Congo, les dragages du fleuve, les dégagements du boulevard du 30 juin et du boulevard Triomphal, les redimensionnements de la traversée sur l'avenue Kassavubu, la démolition des constructions sur le berge de rivière Funa, la construction des berges. Il y a une série de mesures. Je crois que demain soir, j'aurai l'occasion, au cours d'un briefing, de revenir avec le ministre d'État Guy Luando de l'aménagement du territoire qui était rapporteur de la commission de crise pour pouvoir donner justement ces éléments d'éclairage pour les uns et les autres qui nous suivent. Alors parlons aussi de ces embouteillages à Kinshasa, monsieur le ministre. On a pris des mesures, le gouvernement a pris des mesures pour essayer d'amoindrir ou carrément de diminuer ces embouteillages dans la ville de Kinshasa, mais actuellement c'est compliqué de conduire à Kinshasa. Oui, la complication de conduire à Kinshasa est due à plusieurs aspects. Il faut qu'on le reconnaisse. Et puis, au niveau du gouvernement, il y a un effort pour contribuer à réguler la circulation. Les embouteillages, on les a à certaines heures et sur des axes précis qu'il faut identifier. Et sur ces actes, il y a un peu aujourd'hui... Il y a des jours, je peux vous donner un exemple. Mes bureaux, c'est vers Fatima. J'ai quitté mes bureaux à 18h30 parce que je savais que j'avais interview à Radio Okapi, parce que Radio Okapi est situé au complexe UTEX qui est difficilement accès à ces heures-là. Mais j'ai même pas fait 20 minutes pour arriver. Je suis arrivé de loin bien plus tôt que prévu, et tant mieux, parce que la circulation ce soir, elle était fluide. Mais ici, il faut considérer qu'il y a un défi qui s'impose à l'État, et pour lequel nous donnons de réponses, parce que si vous circulez dans certaines voies de Kinshasa, vous allez voir qu'il y a des travaux d'aménagement, de reconstruction, des routes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de parts de discipline dans les chefs, des chauffeurs et des conducteurs.
et des conducteurs sur la route en termes de courtoisie routière et des BA. Vous savez, madame, les embouteillages, on les rencontre dans tous les pays du monde. Les embouteillages... Mais il y a un problème aussi des routes, monsieur le ministre. Mais je l'ai reconnu, j'ai dit qu'il y avait des routes qui étaient en reconstruction dans la ville. Mais même si nous avions toutes ces routes en place, est-ce que nous n'aurions pas pour autant de embouteillages? C'est une question à laquelle il faut répondre. Mais je crois aussi que globalement, il y a une part des autorités, celles que nous assumons, y compris pour ce qui concerne la voirie et tout ce qui va avec, mais aussi il y a une part de citoyens en termes de civisme ou de courtoisie routière lorsque nous sommes sur les routes. Alors, nous sommes, nous sommes, on me signale que c'est la fin. Nous sommes à la fin de l'émission, mais avant de vous laisser partir, monsieur Mouyaya, on voudrait avoir votre position, ou la position du gouvernement, c'est à vous de nous dire, sur la proposition d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, qui propose une nouvelle forme d'État. Il propose le fédéralisme pour que les provinces puissent mieux se développer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais madame, j'ai envie de ne pas réagir à ça parce que c'est juste malveillant et malsain. Pourquoi? Dans un contexte où nous parlons d'abord de recouvrer l'intégrité territoriale. On va faire ces fédéralismes sur un territoire dont une partie est sous occupation. Est-ce que c'est ce qui va se faire? Est-ce que c'est responsable de penser, alors qu'on n'a pas eu des mots pour condamner le mal, pour condamner l'agression, et que de par son attitude et par ses discours, on ne veut pas, on ne montre pas de signes où nous voulons contribuer pour que la République récupère son intégralité. Mais il faut d'abord, c'est ça le préalable. Et puis après, on peut débattre si on veut débattre. Lorsque le président de la République disait... Le moment n'est pas opportun. Lorsque le président de la République... On ne peut pas amorcer un tel débat dans un contexte où une partie du pays est occupée. Je suis désolé. Et parce qu'on veut en parler, les moments venus, il faut qu'on se rappelle la position des uns et des autres dans la rédaction de la Constitution, les débats ou les minutes des débats qui ont eu lieu pour qu'on parvienne au modèle que nous avons. Est-ce que les modèles que nous avons posent véritablement un problème pour vouloir parler ou mettre devant les fédéralismes tels qu'on veut le mettre dans un contexte où certains pensent que c'est les meilleurs moments de balkaniser la RDC? Albert nous écrit depuis Facebook. Madame Kelly demandait au ministre pourquoi ne pas faire un dialogue national pour trouver des solutions à cette guerre d'agression, comme le gouvernement a déjà découvert que ce sont les Congolais qui sont les grands acteurs dans cette crise. Vous dites, madame? C'est un auditeur qui vous pose la question. Pourquoi ne pas organiser un dialogue national pour trouver des solutions à la guerre d'agression, comme vous avez découvert que ce sont les Congolais qui sont les grands acteurs dans la crise? Il y a eu des consultations. Il y a eu des consultations qui ont été faites. Et ces consultations autour du Conseil spécial, ceux qui avaient des idées sont allés les partager. L'idée d'une initiative de dialogue qui concourt au retour de la paix, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut s'y opposer. Était inclusive, monsieur. Bon, écoutez, je n'ai pas. Il faut poser la question au Conseil spécial qui avait lui le mandat de tenir ces consultations, mais ce n'était qu'un exemple, une illustration qui devrait vous montrer qu'il y a une disposition à aller vers la paix. Ces consultations avaient pour objectif, l'objectif final de ces consultations, c'est d'avoir un gouvernement d'union nationale. Avez-vous une idée de la sortie de ce gouvernement qu'on attend d'union nationale? Je sais que vous n'êtes pas peut-être dans les secrets du chef, mais... Écoutez, madame, il y a des choses qui ont été faites dans ces cadres-là. Il faut attendre que peut-être le Conseil spécial transmette ses conclusions et en fasse de commentaires. Mais ici, il faut considérer qu'avant d'arriver à cet objectif, il faut s'assurer que nous tous, nous avons convenu de travailler ensemble pour préserver l'unité nationale. Parce que le gouvernement d'union nationale, même quand il arrivera, il n'aura pas 200-300 personnes. Il n'y aura qu'un échantillon de compatriotes qui y seront. Le plus important ici, c'est nous tous, comment nous nous engageons dans la préservation de l'unité nationale.
Alors, on va finir avec cette question de Francine qui nous écrit depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Qu'en est-il de la réduction du train de vie des institutions? Monsieur Patrick Mouyaya, le président de la République, avait promis de réduire les trains de vie des institutions, mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Écoutez, peut-être qu'il faut mieux se renseigner, parce que de manière systématique, toutes les dépenses publiques sont réduites de 30%. Toutes les dépenses. En tout cas, il faut aller vérifier au niveau de la chaîne de la dépense, au niveau du budget. On vous dira qu'il y a des coupes qui se font de l'ordre de 30%. Parce qu'il y a justement ces besoins où nous devons y aller. Et donc, il faut considérer que nous sommes... On a appris que ça a été fait seulement au niveau de l'Assemblée nationale, hein, les frais de fonctionnement. Moi, je suis membre du gouvernement. Je ne suis pas sûr que ce que vous dites est vrai. Il faut éviter d'aller dans ça. Parce que tout à l'heure, en début de cette édition, je vous parlais justement de l'évolution de la situation du Qatar. Je pense que si vous regardez vos téléphones, vous allez voir qu'il y a un communiqué qui vient de sortir. Un communiqué de qui? Vous pouvez nous dire, nous résumer juste ce communiqué-là? Il y a justement une déclaration conjointe de représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, dans un esprit de compréhension mutuelle et des volontés communes des résoudre de conflits par des moyens pacifiques. Des représentants de la RDC et de l'EF sont tenus de pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la RDC et de l'EF ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. De commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, les rejets catégoriques des discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter les engagements. Et donc voilà, je vous donne en liminaire, c'est une déclaration conjointe. Ça veut dire qu'il y a une part de la médiation, une part. Et donc, je vous disais en début de cette édition que lorsque vous dites en début que c'était infructueux, je me demandais quelles ont été vos sources. Parce que c'est que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas, madame, sauf si vous voulez faire de la polémique. Il n'y a pas question de polémique. Oui, c'est sauf si vous voulez faire de la polémique. Moi, je vous informe et dans les prochaines heures, vous aurez plus d'ample détails. Et j'espère que vous aurez l'amabilité. Mais attention, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas de cette manière que la question doit être abordée. Ici, c'est un communiqué qui sort des trois parties qui ont été pendant ou impliqués dans les discussions. Je pense que le plus important, c'est les contenus, parce que comme porte-parole du gouvernement, je vous en parle. Donc ça nous engage, et regardez aussi des autres côtés. C'est là l'exhortation que je tiens à vous faire, vous professionnels de médias, avant de terminer, de faire attention à tout ce qui vous est rapporté. Parce qu'aujourd'hui, Okapi a bugué parce que vous avez parlé des discussions infructueuses et le soir, il y a un communiqué qui vous contredit. Merci, monsieur Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement central. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Étienne Lissumbu, Bertin Kassiama, Martin Sebouchangwe a supervisé ce programme. Derrière les caméras, Jonathan Fouanani, Hervé Voka et Clément Chimanga. Jean-Claude Tiala était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Mbote bandeko lelo na elibino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko. Okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, au fele esili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave au kotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple, au télécharger application, au cheba identité na yo, au koti kotinda mbongo facilement. Kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tango ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80.
koumela te bandeko kende ko télécharger SendWave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec SendWave transaction facile et rapide.